Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, je serai candidat en 2020 si ceux de ma génération le sont. C'est en substance ce qu'a indiqué le président ivoirien Alassane Ouattara en visite dans la région du Hambol. Un message à peine voilé aux anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Consensus entre le Soudan et le Soudan du Sud sur le transfert du pétrole. Les deux pays ont convenu de prolonger l'accord de transit pétrolier jusqu'en 2022, un accord qui permet à Juba d'exporter son pétrole brut par le biais des installations de son voisin. Et c'était ce 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, l'occasion de s'intéresser à la prise en charge des malades sur le continent. Nous irons en Centrafrique ou dans les régions reculées. L'accès au traitement reste un véritable défi. Mais tout d'abord, un avion de la compagnie aérienne camerounaise Camerco visé par des tirs. Les passagers ont entendu l'impact des balles au moment où l'aéronef amorçait sa phase d'atterrissage à l'aéroport de Bamenda. Dans un communiqué diffusé peu après, la Camerco précise qu'aucune victime n'est à déplorer. Pour l'instant, les auteurs des tirs n'ont pas été identifiés, mais Bamenda est le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, région minée par une crise sociopolitique dite crise anglophone. En Namibie, le président sortant Hage Geingob a été réélu avec 56,3% des suffrages exprimés. D'après les résultats publiés par la commission électorale, un score en forte baisse. Il s'agit même du plus mauvais score jamais réalisé par un candidat du SWAPO, le parti au pouvoir depuis 1990. Panduleni Tula, dissident du SWAPO, obtient lui 30% des suffrages. Quant au chef de l'opposition, Marc-Henri Vanini, il ne dépasse pas les 5,3%. Hage Geingob, âgé de 78 ans, dirige la Namibie depuis 2014. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara était en visite dans la région du Hambol. À moins d'un an de l'élection présidentielle, le suspense est toujours entier quant à une éventuelle candidature du chef de l'État en 2020. Et ces dernières déclarations viennent encore renforcer un peu plus le doute. Samedi, devant ses partisans à Kachola, il a ainsi déclaré que si ceux de sa génération étaient candidats, il le serait également. Philomentine. Si ceux de sa génération sont candidats à la présidentielle ivoirienne de 2020, alors le président Alassane Ouattara le sera aussi. Le chef de l'État ivoirien a fait cette déclaration, dit-il, pour faire comprendre à toute sa génération que leur temps est passé. Âgé de 77 ans, Alassane Ouattara aura en 2020 déjà accompli 2 mandats. La configuration particulière du paysage politique de la Côte d'Ivoire est telle que quand 2 des 3 grands partis se mettent en coalition, leur chance de gagner les élections est pratiquement de 90%. Et nous pensons que c'est ce qui rend le président Ouattara dubitatif quant à sa participation au présidentiel de 2020. Selon certains observateurs, les éventuelles candidatures des ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui obligeraient le chef de l'État ivoirien à se présenter constituent une nouvelle ambiguïté. Le président Ouattara a assuré que la Constitution ne sera pas modifiée pour empêcher à qui que ce soit d'être candidat. Ceci à 11 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Poser le principe de sa participation ou non aux échéances électorales relativement à ses adversaires pose le problème de la suprématie du président par rapport à la Constitution. Le président de la République de Côte d'Ivoire est-il ou tire-t-il sa légitimité, sa légalité de la Constitution ivoirienne? Telle reste la question posée. À noter que le président ivoirien Alassane Ouattara s'est dit favorable à l'instauration d'une caution à 200 millions de francs CFA et d'un parrainage afin de réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Et puis en Tunisie, ce tragique accident de la route ce dimanche, un bus en provenance de Tunis est sorti de la route et a chuté dans un ravin dans la région d'Ain Noussi. Bilan très lourd, 22 morts et 21 blessés. Les victimes toutes tunisiennes étaient en excursion dans la région très appréciée en cette période de l'année par la population. La mortalité routière en Tunisie est la plus élevée en Afrique du Nord après la Libye, avec 24 tués pour 100 000 habitants.
Le Soudan et le Soudan du Sud ont décidé de prolonger l'accord de transit sur le pétrole jusqu'en 2022. Un accord conclu en août 2012 et qui prévoit que Juba paie des frais de transit par pipeline de 9,48 $ par baril. Les oléoducs soudanais menant vers Port-Soudan sur la mer Rouge sont encore indispensables au Soudan du Sud pour exporter son brut. Nelly Claude Bessa. L'accord pétrolier en renégociation entre le Soudan et le Soudan du Sud depuis octobre 2019 a trouvé un consensus entre ces deux pays voisins d'Afrique de l'Est. En effet, les deux parties ont convenu de prolonger l'accord sur le transfert de pétrole brut jusqu'en mars 2022. Le Soudan du Sud et le Soudan avaient signé en 2012 un accord au terme duquel le Soudan du Sud s'engageait à verser 3 milliards de dollars au Soudan en dédommagement après sa sécession en 2011. Les investissements consentis dans le secteur pétrolier et les amortissements dus à ces investissements rendent difficile l'honorabilité de cet accord. Les deux pays doivent s'accorder pour arriver à un terrain d'attente parce que les deux pays devraient chacun faire des concessions sur le respect de la mévente du secteur pétrolier dans le monde. Le Soudan du Sud, qui jusqu'ici a déjà versé 2,4 milliards de dollars au Soudan, peine à s'acquitter des 600 millions restants. Aussi, le pays a-t-il proposé au gouvernement soudanais de prélever 15 $ par baril de pétrole comme indemnisation au lieu des 9,48 $ prélevés antérieurement. Les investissements dans le secteur pétrolier sont actuellement très difficiles à amortir. Rééchelonner plutôt la dette, rééchelonner l'entente, arriver à un point où les pays auront plus de facilité à rembourser. Mais d'abord, regarder les fondamentaux du développement de base, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Le Soudan du Sud fournit au Soudan 28 000 barils de pétrole brut par jour, destinés à la production d'électricité et à la couverture de ses besoins locaux. Au Kenya, les aéroports enregistrent de bonnes performances. Plus de 12 millions de passagers enregistrés sur l'exercice 2018-2019. Un résultat dû en partie à l'introduction des transporteurs à bas prix. Les autorités misent d'ailleurs sur le secteur aérien qui pourrait générer plus de 400 000 emplois d'ici 2037. Aïssa Toubari. Au Kenya, le trafic aérien affiche de bonnes performances. Il ressort des chiffres rendus publics par la Kenya Civil Aviation Authority que le pays a enregistré 12,2 millions de passagers au cours de l'exercice 2018-2019, en augmentation de 9,5% en glissement annuel. On note une hausse de 12,2% sur le marché domestique et 7,6% pour les vols internationaux. L'introduction des transporteurs à bas prix a facilité la croissance du nombre de passagers sur le réseau domestique. Le transport aérien a continué de croître et de contribuer davantage à la création d'emplois et à l'intensification des échanges commerciaux avec d'autres pays. Avec 410 000 emplois, l'aviation représente 4,6% du produit intérieur brut kenyan, soit environ 3,2 milliards de dollars. Le secteur pourrait générer plus de 449 000 emplois supplémentaires d'ici 2037. En effet, depuis quelques années déjà, le gouvernement kenyan a initié un vaste programme national de mise à niveau des plateformes aéroportuaires nationales et internationales. Il faut constater aussi qu'il y a un certain engouement au niveau des compagnies kenyanes. C'est le cas de Jambo Jet, la filiale low cost de Kenya Airways, qui a tout récemment ouvert une nouvelle ligne à destination de Kigali au Rwanda. Tout cela mis ensemble permettra donc au Kenya de tirer profit de cette croissance qui est annoncée. Il faut souligner que le Kenya détient environ 80% des parts de marché dans la région de l'Afrique de l'Est et compte plus de 70 exploitants aériens, selon la Kenya Civil Aviation Authority. Le 1er décembre, journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Sur le continent, les progrès sont réels. D'après l'ONU-Sida, l'épidémie a même ralenti sur le continent. Et pourtant, dans certaines régions reculées, la prise en charge des malades reste un défi. En Centrafrique, dans le Haut-Bomou, certains n'ont toujours pas accès au traitement. Zara Mohanouchou. Dans les régions reculées de la République centrafricaine, des agents communautaires distribuent des médicaments, comme ici à Zemio, dans le Haut-Bomou, zone la plus affectée par le VIH-Sida en Centrafrique. Le taux de prévalence avoisine les 12%, une question sanitaire préoccupante. Il y a la pauvreté ici
il y a la famine qui bat record ici. C'est le sexe qui aide beaucoup de femmes. Marina vit avec le VIH depuis 2010. Il y a 2 ans, elle a dû quitter le pays après le début des combats dans sa région. Elle est revenue à Zemio il y a tout juste 2 mois, malgré l'insécurité et le difficile accès au traitement. Avant, j'étais forte et en bonne santé avec le traitement. Mais à cause de la violence, j'ai dû fuir vers la République démocratique du Congo. Nous n'avions rien à manger, c'était très difficile. Je ne pouvais pas prendre mes médicaments. C'est à ce moment-là que je suis retombée malade. La charge virale est devenue très élevée. Difficile dans cette région ravagée par la guerre d'accéder aux antirétroviraux. C'est là qu'intervient le soutien de la communauté, comme l'initiative initiée en 2016 par Médecins sans frontières. Les infirmiers sont venus me faire la charge virale. Je suis devenu vraiment indétectable. Près de 470 000 personnes vivant avec le VIH en Afrique décèdent chaque année, faute de traitement, ce qui représente plus de 60% de tous les décès liés au VIH dans le monde. Conteurs et slameurs sont réunis au Bénin. Ils participent à l'édition 2019 des rencontres internationales des arts de l'oralité. Cette année, plusieurs thèmes ont été retenus, dont le dialogue interculturel et l'émancipation des femmes. Les femmes sont d'ailleurs venues en nombre. 20 artistes femmes issues de 12 pays ont pris part à l'événement. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le festival dénommé Rencontre internationale des arts de l'oralité Riao promeut l'oralité et la gente féminine au Bénin. Riche en spectacles, cette rencontre culturelle favorise l'expression des passionnés des arts. À la faveur d'un plateau conte à l'espace du centre de l'Obozumpa, des artistes conteuses et conteurs se sont exprimés sur scène afin de sensibiliser le public sur l'émancipation de la femme, le dialogue interculturel, la paix et la cohésion sociale. La couleur de la peau ne change pas la couleur du sang. On est tous pareils, on est tous les mêmes. Que ça soit en Afrique, en Europe, dans le monde arabe, un peu partout, on est tous les mêmes. Nous parlons de la vie et cette vie-là, elle est importante à défendre. J'espère qu'ensemble, on va réussir à faire que le monde aille mieux. L'édition 2019 des Riao a réuni plusieurs artistes, dont 20 femmes issues de 12 pays. À l'instar des participants et des jeunes talents des arts oratoires, le comédien-conteur Victor Goudarwandi s'est affirmé par le biais d'une prestation artistique sur les principes des lois. Le message, il est assez simple. C'est juste apprendre aux uns et aux autres que la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut juste obéir, respecter les interdictions. Les organisateurs des Riao militent pour l'engagement citoyen par le biais de l'art. Dans ce cadre, des activités socio-éducatives et professionnelles s'effectuent à travers 9 communes du pays. Il faut noter que le festival prendra fin par un spectacle tapis rouge aux conteuses et slameuses le 6 décembre 2019 à l'Institut français de Cotonou. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.